Zektiara Sarrial. Du ciel jusqu'au sommet. Ce que vous allez voir, ce n'est pas juste une randonnée, c'est une aventure, des galères, des larmes et surtout un dépassement que je n'oublierai jamais. Voici notre ascension du mont Mgun. Après un réveil à 5 heures dû à l'excitation, je tente de dormir un peu avant l'arrivée. Et là, changement total d'ambiance, le Maroc. Les odeurs d'épices, les pâtisseries, les chats partout et cette énergie unique dès la sortie de l'avion. Mohamed nous accueille et nous emmène à travers les rues jusqu'à un riad caché introuvable sans lui. Un lieu magnifique, paisible avec une cour intérieure, des mosaïques, des plantes, comme coupées du monde. On se pose, on boit un thé et Mohamed nous explique la suite. Et là, surprise, des crampons. Oui, de la neige est prévue. Je commence à me demander dans quoi je me suis embarquée. Puis, première immersion dans la Médina. Négociation, boutique improbable, prix qui passe de 3 millions à quelques euros. Tapis déroulé sous nos yeux et rencontres inattendues, dont un Italien en peignoir au fond d'une impasse. Bref, première journée déjà bien remplie entre découvertes surprises et fou rire. Et ce n'est que le début. Là-haut, là-bas, comme tu veux, mais reste toujours comme ça. Toujours. Eh ben, c'est incroyable. Je mets de l'eau maintenant, je mets de l'eau, tu vois. Ah ouais, c'est incroyable. Deuxième journée, premier réveil à 6h, ça pique. Entre les oiseaux et le bruit des assiettes en bas du riad, difficile de se rendormir. On émerge doucement, petit déjeuner simple mais délicieux. Et déjà, les premières taquineries. Papa annonce que les crampons, c'est pour moi. Mohamed arrive et comme souvent, il récupère mon sac. Il est beaucoup trop lourd. On prend la route, mais sortie de Marrakech un petit peu longue, avec un détour imprévu pour une histoire de compote de patates douces. C'est la top priorité. Pause rapide dans une station. Café, coca et négociation inattendue avec Madame Pipi pour quelques dirhams. Puis reprise de la route jusqu'à Azilal, où on s'arrête manger un tagine dans un petit restaurant typique. D'ailleurs, Mohamed nous dit revenir dans un quart d'heure, qui s'étire un peu, et on repart avec une nouvelle passagère, sa cousine, discrète, qui nous accompagne jusqu'à Taguia. Sur la route, nous faisons une pause musée. Nous rencontrons Atlasaurus. Nous avons d'ailleurs eu un super guide dans le musée. Il nous a vraiment tout expliqué sur les montagnes du Maroc. Et nous avons même eu droit à une super maquette de l'Atlas et tous les différents villages que nous allons traverser. Puis, ça se corse. Virage serré, route minuscule et Mohamed qui nous raconte sa vie, ses montagnes et son ancien trajet de 2h30 pour aller jusqu'au collège. Là, on commence vraiment à comprendre où on met les pieds. Son maître n'était pas content parce qu'il a demandé que le feu est prêt devant ses invités. Tu n'es pas prêt de les accueillir. Et vite, tu as commencé à faire le fond. Non. Sinon, pour accueillir bien les gens, il faut préparer le fond avant que les invités arrivent. Il faut préparer un repas. Il faut pas attendre jusqu'à l'arrivée des gens. Si le feu est prêt, tu peux rentrer dedans. Et il a fait ce qu'il a avec son maître. Faire ton propre zaouïa. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Nous arrivons dans un petit village qui marque la fin de la route. Mohamed nous annonce que la voiture ne peut pas aller plus loin. C'est ici que commence notre première marche. Un autre véhicule vient récupérer tous nos bagages. Nous ne gardons que nos sacs à dos, prêts pour l'aventure. Oui, mon sac est passé dans le coffre. Direction Taguia, le village de Mohamed. On est bien obligé de s'y mettre. Nous avons marché environ 1h30, 2h pour arriver au village. Difficile de trouver les mots face à ces paysages aussi changeants que magnifiques. Des montagnes ocre, parfois rouges, et au cœur du désert, une végétation éclatante bordée par un
cours d'eau en contrebas. La reprise de la marche a été un peu rude pour les jambes après la voiture, mais quel plaisir de respirer et de découvrir enfin ces lieux à pied. On a même taquiné Mohamed sur l'accessibilité du chemin. Oui, parce que du coup, il y avait même des scooters et bus en route vers le village. Patrick a tenté sa chance. Bienvenue au gîte à Oujda, le village de Mohamed. Après notre marche, nous découvrons une vallée spectaculaire, presque secrète, entre falaises immenses et nature préservée. Ici, tout est discret et protégé pour conserver l'authenticité des lieux, même si la région se développe doucement, notamment grâce à l'escalade. Le village de Taguia, reconnu par l'UNESCO, apparaît derrière une colline, nichée face à des parois impressionnantes que les habitants surnomment le roi et la reine. Les maisons construites en pierre, terre et foin sont intégrées à la montagne au-dessus d'un écrin de verdure traversé par un ruisseau. Le gîte de la famille de Mohamed surplombe toute la vallée, offrant un point de vue exceptionnel sur ce décor unique, profondément ancré dans l'histoire des premières familles du village. Nous découvrons notre chambre ouverte sur une vallée à la fois immense et étonnamment étroite. Installée simplement avec 3 matelas et des couvertures colorées, nous profitons surtout de la terrasse qui surplombe le village. Il m'a fallu un vrai moment pour m'habituer à cette sensation vertigineuse, presque inversée face à l'immensité du paysage. Le thé nous est offert, l'occasion d'échanger sur les jours à venir. Puis vient le repas. Installés autour de tables basses, nous dégustons une délicieuse soupe de légumes servie dans une jarre en terre. Un moment calme, presque suspendu, tant nous sommes impressionnés par le lieu. Le couscous arrive ensuite, un plat gigantesque, impossible à soulever sans entraînement. On mange, on rigole, la fatigue et la beauté du lieu commencent clairement à faire son effet. Entre melons d'Azilal, fruits, blagues douteuses et fou rire, l'ambiance décolle complètement. Et là, surprise totale. En pleine nuit étoilée, au bout du monde, un anniversaire improvisé, le mien, avec chant berbère, tambourin, gâteau au chocolat et tenue traditionnelle. Un moment magique, improbable et franchement inoubliable. Oui, d'accord, première larme du voyage. Et sûrement pas les dernières, au vu de tout ce qui m'attend pendant ces 10 jours, disons-le, plus qu'intense. Oh oui, croyez-le, je ne savais encore pas à ce moment-là ce que j'allais vivre. Papa dort encore. Ça y est, réveil du jour 3. Les habitants sont déjà debout avec les moutons. La journée a clairement commencé sans nous. Je profite du calme pour sortir seule face à la vallée de Taguia bercée par le chant des coqs. La veille, le père de Mohamed nous avait parlé d'une source et d'un site d'escalade incontournable. Cette fois, c'est Mohamed lui-même qui nous y emmène. On part à pied, sans sac pour une dernière immersion. En descendant, on découvre la vie du village. Culture rendue possible grâce à l'eau, système pour alimenter les maisons, écoles et une maternelle aujourd'hui fermée faute de professeurs. Voici les systèmes d'irrigation d'eau. On traverse le ruisseau sur de petites échelles fabriquées par Mohamed. Puis, au bout de la vallée, le décor devient incroyable. Voici la future maison de Mohamed. Voici le symbole de l'homme libre. Puis au bout de la vallée, le décor devient incroyable. Falaises rouges immenses, verdure et une source qui jaillit directement de la montagne. Quelques tentes de grimpeurs, des chèvres, des moutons. Et cette sensation d'être vraiment au bout du monde dans un lieu brut et hors du temps. N'oublions pas que c'est un site reconnu par l'UNESCO. On reprend ensuite le chemin du retour en traversant une dernière fois le village de Taguia avant de récupérer nos affaires. Un 4x4 nous attend pour redescendre, car la journée ne fait que commencer. Et là, une idée un peu folle, monter sur le toit avec les bagages pour profiter de la descente. J'hésite, puis j'y vais, avec Mohamed et son cousin.
Et franchement, aucun regret. La route est vertigineuse, mais la vue est juste incroyable. Le chauffeur roule doucement, alors on oublie la peur pour laisser place à l'émerveillement. Moment suspendu. Mohamed en profite pour fumer discrètement une cigarette. Enfin, discrètement, il pense qu'on ne le voit pas. Arrivé en bas, on transfère tout dans le minibus du départ. Fin de l'aventure sur le toit. Retour à l'intérieur, un peu moins fun, mais la suite du programme nous attend déjà. On reprend la route en direction de la vallée d'Aïd Bougmez, aussi appelée la vallée heureuse. Étonnamment, le retour paraît plus court, sûrement parce qu'on a dû s'habituer à ces routes sinueuses. En arrivant par les hauteurs, la vue est saisissante. Au milieu des montagnes arides, une immense plaine verdoyante. Ici, l'eau rend tout possible. Mohamed nous montre même des champs de pommiers plantés à l'origine par un étranger et aujourd'hui, ils s'étendent à perte de vue. On arrive chez sa sœur Fatima un peu tard, mais l'accueil est incroyable, comme à la maison. Thé à la menthe, salade, puis un super tagine au pruneau délicieux. On échange avec elle, on parle cuisine, tradition, et surtout de son engagement. Elle accompagne des femmes, mais aussi des enfants du village et œuvre pour l'éducation. Une femme inspirante, profondément investie dans sa communauté. On repart à regret, touché par cette rencontre. Parce que là, les oignons, Ouais. on le mixe dans le... Tu le mixes Le hache, avec ouais. tes oignons. Avec les oignons, Ouais. et je mets En quatre. et Ah, mais comme ça. d'un côté et de l'autre. Oui. D'accord. Comme ça, il n'est pas coupé. Ouais. Il reste à peu près entier. D'accord. Ouais. Et je mets Du gros sel. beaucoup de ouais, Du gros beaucoup de sel. voilà. Et après, tu mets ça dans un bocal et tu Oui. touches plus. Plus. D'accord. Mohamed nous prévient, on est en retard, donc visite express, mais montée obligatoire. Devant nous, une sorte de pyramide de sable à gravir en plein soleil. Sans trop réfléchir, je suis le rythme de Mohamed. Peut-être un peu trop vite. Résultat, montée en 30-40 minutes, bien intense, mais récompense immédiate. À l'intérieur, on découvre un lieu chargé d'histoire avec des passages étroits des anciens outils de vie des Amazères. Puis redescente rapide, presque en courant, pour reprendre le minibus. La fatigue commence à se faire ressentir. En 2 jours, on avait déjà enchaîné près de 10 heures de route. Un lieu chargé d'histoire, ancré dans la culture des habitants. En haut, le grenier domine toute la vallée d'Aïd Bougmez avec une vue à 360 degrés, entre miradors et paysages grandioses. Les Amazères, c'est comme ça qu'ils se nomment. On ne les appelle pas des Berbères. Là, je crois que je ne pouvais plus reculer. Après une route sinueuse et chaotique, on arrive dans un petit village, le point de départ, celui où tout commence. Autour de nous, Mule et Anne prêts à partir pour les excursions. On remercie notre chauffeur, puis on rencontre l'équipe qui va nous accompagner pour toute l'ascension. Ils sont 5. Mohamed, son frère Omar, 3 autres Mohamed, courage pour suivre, et Youssef. On fait le tri dans nos affaires, chacun prend le strict nécessaire. Le reste, chargé par les mules avec tout le matériel du camp. Tente, tapis, cuisine. Honnêtement, un vrai bazar. Pourtant difficile d'imaginer comment seulement 4 mules vont porter tout ça. Puis vient le moment. Yallah, le départ. On traverse la vallée d'Arros. Un spectacle grandiose, une rivière en contrebas, des champs à perte de vue, une palette de couleurs incroyables. Des champs d'orge encore verts, alors que dans d'autres villages, la récolte a déjà commencé. Tout semble vivant, en mouvement, et pourtant, autour, les falaises rouges, les roches aux 1000 nuances, les grottes creusées dans la montagne donnent une impression presque lunaire. Après 2 heures de marche, pause dans une petite maisonnette typique, perdue au milieu des champs d'orge et de coquelicots. Mohamed sort les fruits secs, on boit, on reprend des forces. Le soleil descend, la température aussi. On réalise doucement. On a commencé à 2000 mètres et ce n'est que le début. Direction le premier camp, Ikisnaros. À notre arrivée, les mules avaient déjà tout déchargé. On a été impressionnés. Jusqu'au moment où elles sont arrivées droit sur nous au galop. Heureusement, Mohamed a fait des grands signes pour les dévier juste à temps. À 5 minutes près, j'étais cachée derrière un buisson pour une pause pipi. Mais quel bonheur de les voir aussi libres. On sentait qu'elles étaient heureuses après avoir porté toutes nos affaires jusqu'au camp sans encombre. Cette vallée, hors du temps. Oui, je sais, je radote, mais depuis le début de ce séjour, aucun endroit ne se ressemble. Le Maroc cache des trésors incroyables, loin des sentiers battus.
une vraie clairière, un ruisseau au milieu de l'herbe, quelques buissons, et au loin d'immenses genévriers accrochés à la montagne, presque irréels. J'ai essayé de tout mémoriser, chaque détail, chaque paysage. À 2400 mètres, le décor devient lunaire, comme si personne n'était jamais passé par là. L'équipe était impressionnante. En quelques minutes, tente montée, camp installé. On a voulu aider, refus catégorique. D'abord, le thé. Et pendant qu'on attendait, ils avaient déjà tout terminé, ultra efficace. Les infos, c'est la surprise. La surprise du chef. Ah oui, c'est des boules vides. C'est les assiettes. Oh. La petite souplette. On ne pourra plus jamais m'insulter d'urbaine. Pourquoi? Parce qu'il dit je suis une urbaine, je lui montrerai les vidéos preuve à l'appui que je ne suis pas une urbaine. La nuit tombe, le froid arrive, les bougies s'allument, ambiance magique. Dans la tente cuisine, un vrai hammam. Cuisine à la cocotte minute, chaleur vraiment haute et système D ingénieux pour protéger les bougies du vent. Au menu, une soupe de lentilles incroyable, puis un tagine, encore différent et encore excellent. Et pour finir, de la verveine en écoutant les histoires de Mohamed. Sa grand-mère, têtue, diabétique mais accro au sucre. Son envie de retourner au village, même en hélicoptère s'il le faut. Des histoires simples, vraies, humaines. Réveil programmé, jour 4. Mais inutile. Entre l'excitation et le froid, j'étais déjà debout à ranger mes affaires. Petit déjeuner à 6h30, encore une fois copieux. Pain chaud, kiri, confiture de patates douces. Ah oui, c'est surprenant, mais c'est validé. Et bien sûr, le thé. L'équipe remballe tout. Nous, on prend de l'avance, direction la suite de la vallée d'Arros. La veille, Mohamed nous avait montré les 3 cols à franchir. Je ne l'ai pas trop montré, mais j'étais quand même inquiète, surtout en voyant les névés encore présents sur certains passages. Et malheureusement, dès le départ, Patrick ne se sentait pas bien du tout. Beaucoup de fatigue, le corps qui lâche un peu. On s'inquiète, mais il décide quand même de continuer avec nous. On longe la rivière entourée de collines magnifiques, avec des touches de jaune et de violet. Mohamed nous explique qu'il n'existe que quelques types de ces plantes dans l'Atlas, un mélange simple mais majestueux. La montée commence à se faire sentir, on transpire, on pousse, jusqu'à une première pause obligatoire. Patrick est vraiment à bout, allongé sous nos doudounes. À ce moment-là, on se rend compte que ça ne va pas être une journée facile. Heureusement, ma trousse de secours nous sauve un peu. Sels minéraux, médicaments, on fait ce qu'on peut. Tes manques fruits de la passion? Et du coup, ton retour? Je crois que j'en ai pris que 3. Attends, il y a Omar qui arrive avec les cacahuètes. Bien vu Omar. C'est pas grave. Où sont les sésames? Ouvre. Petite pause fruits secs, mon nouveau péché mignon. Puis on repart. La suite, vraiment difficile. Neige, sentier instable, pente raide, ça tire sur les jambes. À un moment, je fatigue vraiment, alors je mets de la musique, un peu d'arabe pour me booster. Et là, déclic. À chaque fois que je me retourne, je réalise, je suis en train de le faire. Une ascension que je n'aurais jamais imaginé réussir. Arrivé en haut, 1000 mètres de dénivelé, 3500 mètres d'altitude. Les corps sont épuisés. Certains encaissent mal l'altitude, l'alimentation. L'inquiétude est vraiment là. Mais devant nous, le Mgoun, immense, impressionnant, et encore si loin. Mohamed nous explique la suite et nous annonce que demain sera encore plus dur. Silence dans le groupe. De mon côté, étonnamment, ça va. Pas de migraine, juste une grosse fatigue et 1,5 litre d'eau déjà vidée. Puis la descente. 500 mètres de négatif et clairement pas une promenade. Des cailloux partout, aucune accroche, chacun son rythme. Mais à l'arrivée, la plaine. Un décor irréel. On ne se croirait plus au Maroc, presque en Jordanie. Et au loin, les mules et les ânes en liberté totale, à galoper sur des centaines de mètres. Un moment suspendu. J'ai senti l'émotion monter. Entre la beauté du paysage et cette sensation de liberté, c'était trop. J'ai à jamais. Petit bonus, un refuge, de l'eau fraîche, un coca pour les plus mal en point, le luxe après une telle journée. Les sanitaires, vraiment on oublie. Rien ne vaut le ruisseau près du bivouac. Lessive au savon d'Alep, pieds dans l'eau glacée, retour à l'essentiel.
Mon papa, on voit qu'il est rodé. Et moi, je me suis fait un étendage de fortune pour les chaussettes. Je suis dans ma tente et qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Bon, je suis désolée, je suis obligée de parler doucement parce que vous voyez, il y a les autres tentes qui sont là et les troupes sont assez fatiguées. Alors moi, comme d'hab, j'arrive pas à faire la sieste malgré que j'ai dormi que 4 heures cette nuit avec les tempêtes de vent qu'on a eu dans la tente. Ben, ça y est, je me suis changée parce qu'il commence à faire vraiment frais. Donc j'ai mis un legging polaire. Franchement, c'est la vie. Et un petit sweat par-dessus. Et j'étais en train de rigoler toute seule dans ma tente parce que du coup, dans mon gros sac que j'ai du coup avec moi puisque j'avais pris aussi mes affaires pour Marrakech, et bien j'ai mon lisseur. Donc vu l'état de mes cheveux, peut-être que je vais aller les rincer dans le ruisseau qui est actuellement à 0 degré je pense. Non, je rigole bien sûr, je vais rester comme ça. C'est des journées où on fait plein de choses. Enfin, on commence. Oh, une coccinelle. Oui, alors il y a beaucoup de bébêtes par ici. C'est mieux que les autres bébêtes qu'il y a parce que clairement il y a des bêtes un peu spé ici quand même. Je me réveille vers 6h du matin. Ça fait 2 jours qu'on se couchait vers quasi minuit. En dormant pas beaucoup la nuit. En fait, je me dis que c'est mieux dans ce sens-là quand même. Parce que voilà. Et là, il n'y a pas de mule. Je regarde si je vois pas de mule. Non, il n'y en a pas. Elles sont parties hyper loin. Bon, j'avoue que pour les signes de soi-même, par contre, c'est hyper bien. Je pensais vraiment pas que j'allais arriver à faire autant. Et là, aujourd'hui, c'était quand même une très grosse journée, puisque après le premier camp où on était, le soleil se levait tout doucement. J'avais même mis mon bonnet de ski, parce qu'il faisait froid. Et au final, je l'ai assez vite enlevé. Voilà, j'avais quand même pris des épaisseurs au cas où, parce que comme vous le voyez, il y a quand même un peu de vent. Et, dans le camp dans lequel je suis, c'est le 2e camp. On est actuellement à 2900 mètres d'altitude. J'avais un peu peur en altitude d'avoir mal à la tête et tout. Et en fait, au final, ça se passe plutôt bien pour moi. Voilà, dans les troupes, il y en a qui sont un petit peu fatigués et qui ont mal de ventre, etc. Entre le changement d'alimentation et l'altitude et la fatigue, ça aide pas beaucoup. Donc voilà, mais tout le monde est arrivé à bon port au 2e camp avant d'aller faire l'ascension de demain, qui du coup est encore plus difficile que celle qu'on a fait aujourd'hui. J'avoue que dans la dernière ligne droite, avant le dernier col, on est monté à 3400. Ça piquait un peu, puisqu'en plus vu qu'il y avait des névés de neige, on a dû contourner. Donc il n'y avait pas de moment d'accalmie en fait, c'était tout le temps raide. Parce que le fait de repartir, c'était compliqué pour moi, c'était le plus dur pour moi dès qu'on faisait des pauses en fait pour repartir. Mais je suis arrivée au sommet, j'ai vu de la neige et une vue splendide du coup sur le Mgoun. Donc Mohamed nous a expliqué du coup par où on allait passer demain. Je suis en déconnexion totale, donc le cas plus. Bon, faut quand même qu'on parle des vraies choses. Premier problème, ça faisait 3 jours que mon corps refusait de coopérer. Finalement, mission accomplie. Je vous épargne les détails, mais disons simplement que je n'ai jamais mangé aussi épicé de ma vie. Pourtant, j'ai l'habitude. Deuxième problème, le combo sac de couchage plus matelas. Sur le papier, égal confort, en réalité, patinoire. À chaque fois que je m'installe, je glisse doucement vers le bas. Résultat, obligé de faire la chenille en pleine nuit pour remonter jusqu'à mon oreiller improvisé. Une scène assez ridicule, mais visiblement inévitable. Et puis, il y a eu quand même ma lampe. J'avais tout prévu, frontale, lampe rechargeable à accrocher dans la tente. Le premier soir, je propose de la mettre dans la grande tente commune pour améliorer l'éclairage. Erreur, je la prête à Mohamed. Et depuis, elle a officiellement changé de propriétaire. Je crois qu'ils l'ont adoptée, mais honnêtement, vu comme elle éclaire, je comprends, et puis au fond, ça fait partie de l'aventure. Entre les galères, les imprévus et les petits moments absurdes, c'est aussi ça les souvenirs qu'on garde le plus. On est lundi, je ne sais même pas comment décrire cette journée, celle qui restera gravée à jamais, le jour de l'ascension du Mgoun, la 3e plus haute montagne de l'Atlas. Je savais que ça allait être dur, Mohamed nous l'avait dit, jusqu'ici c'était juste une mise en bouche. Il avait raison, réveil à 3h30, enfin, en théorie. Boule qui est plus fatigue égale réveil qui sonne dans le vide pendant 15 minutes. Ce qui m'a vraiment réveillé, mon père, en tapant sur la tente. C'est le départ ! Hashtag réveil brutal.
Heureusement, tout était prêt. Je m'habille, je sors dans le froid, direction le petit déjeuner. Et là, première mauvaise nouvelle. Pauline ne partira pas, trop faible. On rigole en disant qu'on dirait une émission, où il n'en restera qu'un. Mais au fond, on sait que la journée va être rude. Je m'emmitoufle, doudoune, bonnet, gants, tour de cou, frontal, prête à affronter la nuit. Puis le départ, dans le noir, sous un ciel étoilé. Silencieux, puissant. On avance à la frontale. On m'avait prévenu, marcher de nuit c'est différent. Et c'est vrai. On ne voit rien autour, juste quelques mètres devant soi. Alors on avance, sans vraiment réaliser. Première montée, ça passe. Première pause. On souffle, on mange un peu. Et là, première erreur. J'avais mis toutes mes couches sommées dès le départ. Au bout de 200 mètres, en surchauffe totale. Je retire la doudoune, je garde la polaire. Spoiler, j'avais le legging polaire, vous savez, sous le pantalon. Mauvaise idée aussi. Petit à petit, la nuit laisse place à la lumière. Pas encore le soleil, mais assez pour éteindre les frontales. On continue. La pente se raidit. Les premiers névés apparaissent. Deuxième pause. Et là, faux espoir. On nous dit qu'on a déjà bien avancé. On y croit. En fait, pas du tout. En réalité, il parlait du dénivelé, pas de la distance. On remet les doudounes. Le froid revient vite à l'arrêt. Et puis, un moment hors du temps, Mohamed et Omar commencent à écrire nos prénoms avec des cailloux sur un rocher, comme une trace de notre passage. De mon côté, je dessine le symbole amazer de la femme libre. Un instant simple, mais fort, avant de repartir vers ce qu'on ne voit pas encore. On avait pris quand même un bon rythme, mais devant nous, c'était une autre histoire. Mohamed nous prévient, cette montée est raide, mais une fois en haut, vous verrez le sommet. Plus qu'un col après. Sur le papier facile, en réalité pas du tout. C'est là que j'ai compris quelque chose. Mon corps ne connaissait pas encore la vraie souffrance sur la durée. On commence à monter, doucement. Mais avec les névés de neige, impossible d'aller tout droit. Il faut contourner, traverser, s'adapter. Et chaque détour ajoute de la difficulté. On zigzague jusqu'au flanc gauche de la vallée. Et là, passage enneigé. Je commence à manquer de souffle. L'altitude se fait sentir. C'est dur. Je sors mes bâtons. Clairement, ils m'ont sauvé. Sur terrain plat, je m'en passe. Mais ici, ils deviennent essentiels pour garder l'équilibre et avancer. Le sentier est étroit, tracé à flanc de montagne. À droite, il y a le vide. À gauche, la paroi. Chaque pas compte, et ce n'est pas fini. Après la neige, une montée rocailleuse, raide, interminable. Là, je sens que ça devient compliqué. Le souffle court. Les jambes lourdes, mais dans ma tête, un seul objectif, le sommet. Troisième pause. Et là, le doute, le vrai. Je me demande si je vais y arriver. Ce défi, je me le suis lancé pour moi, pour tourner une page, pour prouver que je pouvais. Mais à ce moment-là, ce n'était plus qu'une question de mental, c'est physique. Et moi, je suis novice. Mohamed me tend des cacahuètes, je prends une poignée, un petit coup de boost. On met les lunettes de soleil, le soleil est là maintenant. Et avec la neige, la lumière est aveuglante. On est à 3500 mètres. Et pourtant, ce n'est toujours pas fini. On reprend la route. Cette fois, je ferme la marche. Mes chaussures sont moins rigides, moins adaptées, alors j'avance plus lentement. Mohamed est devant. Il creuse des pas dans la neige pour nous sécuriser. À ma gauche, la montagne, à ma droite, le vide. Et là, je comprends. Je suis entrée dans un autre monde, celui des alpinistes. Ici, plus de place pour l'erreur. La concentration doit être totale, malgré la fatigue, malgré le manque d'oxygène, petit à petit. Ça se complique. Et à ce moment-là, Mohamed nous montre le sommet. Erreur, parce que ça ne me rassure pas. Au contraire, je comprends que ce n'est pas fini, pas du tout. Mon souffle se bloque, impossible de prendre des grandes inspirations. J'essaie, encore, mais rien n'y fait. Le nez bouché, à force de me moucher, il saigne légèrement. Tout devient plus difficile. On enchaîne les passages enneigés, puis on redescend légèrement à flanc de montagne. Et là, c'est dur, très dur. Je ne regarde même plus le paysage. Moi qui adore prendre des photos, je n'en prends aucune. Je suis focalisée sur mes pieds, sur chaque pas. Ne pas glisser, ne pas tomber, ne pas mettre les autres en danger. J'avance lentement, très lentement. Les bâtons m'aident énormément. Mes pieds ne se croisent même plus. C'est interminable. Je n'avais jamais ressenti ça. Jamais été autant en difficulté à ce point. Et dans ma tête, je commence à basculer. Je ne veux clairement pas vivre ça comme un échec, mais je me sens pas à la hauteur. Autour de moi, des hommes expérimentés, des guides qui connaissent la montagne par cœur. Et moi, encore novice. À ça, s'ajoute le vide, ma peur. Plus de jolies vallées, juste des pentes abruptes, des falaises immenses. Chaque pas compte, chaque erreur peut être fatale. Je lutte contre le terrain, contre mon corps, contre moi-même. Le souffle court, on atteint enfin la crête, 3900 mètres. Je capte un peu de réseau, j'envoie un message à ma famille. Tout va bien, même si c'est difficile. Je suis déjà fière d'être arrivée là. Je pense que le plus dur est derrière. Encore une erreur. Je vois cette crête comme un chemin simple, presque plat. Il ne reste que 300 mètres de dénivelé. Sur le papier, ce n'est rien. En réalité, les 300 mètres les plus durs de ma vie.
Je n'avais jamais été dans une telle difficulté. Je parle souvent de le soir. Je pensais l'avoir atteint bien plus tôt. Mais là, le sommet est devant moi. Je n'ai plus le choix. Avancer, encore et encore, jusqu'au bout. On entame la crête, un sentier étroit. À gauche, le vide et à droite, la montagne abrupte avec de la neige. Et surtout, le vent. Pas un petit mistral, des rafales violentes, imprévisibles. Celles qui te déstabilisent sans prévenir. Parfois, impossible de planter mes bâtons, impossible de trouver mon équilibre. Et toujours ce souffle qui ne revient pas. Je marche 20 pas, je m'arrête. 5 pas, je m'arrête. Un supplice. Je ne sais même plus combien de pauses j'ai faites. Je sens la fatigue accumulée, le corps qui lâche. Et dans ma tête, le conflit. Je ne veux pas ralentir le groupe, mais je ne peux pas aller plus vite. Entre la peur du vide, le danger, le manque d'oxygène et l'épuisement, je suis face à un mur. Les larmes montent, mon père me regarde et voit que je lutte. Et là, je craque, vraiment. Il me dit de m'asseoir, pas une pause rapide, une vraie pause. Et tout sort. La fatigue, la peur de ne pas y arriver, le doute. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Moi qui voulais me prouver que j'étais capable, que mon mental pouvait tout. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que tout s'effondre. Et pourtant, on est à 3900 mètres. Le sommet est à 4071 mètres, si proche et pourtant si loin. Quand je me relève, mon corps est figé, tétanisé. Impossible d'avancer, même avec les bâtons, même avec Omar qui porte mon sac. Je doute encore, je souffre encore. Et en écrivant ces mots, l'émotion est toujours là. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, j'y suis arrivée. J'ai atteint le sommet. Mohamed nous prévient, on ne peut pas rester longtemps. Le vent est trop dangereux. Il faut garder de l'énergie pour la suite. Parce que oui, la montée était dure, mais la descente, tout aussi extrême. Des pentes raides, remplies de petits cailloux. Parfois tu peux planter les talons, mais parfois aussi ça glisse sans prévenir. Et là, tu le sais, si tu dérapes, tu tombes. 3 heures. 3 heures de pente raide, sans répit. Je prends donc mes affaires, je les dépose dans ma tente déjà installée et sans réfléchir, je descends vers le ruisseau. J'avais besoin d'air, de fraîcheur. Je prends le savon d'Alep de mon père, je rince mes vêtements. Puis je m'assois et là, je plonge mes jambes dans l'eau glacée. L'eau de la fonte des neiges, un choc, mais aussi un apaisement. Le lendemain, encore 5 heures de marche. Et finalement, une vraie nuit. Endormie vers 21h30, réveil à 6h30. J'étais enfin reposée. J'avais badigeonné mes jambes de baume du tigre et au réveil, je sors mon matelas pour regarder le lever du soleil. Le cuistot me voit et m'apporte un thé. Un moment simple, parfait. Je me prépare doucement. Toilette au ruisseau, petit déjeuner. Encore quelques courbatures. Une appréhension pour mon genou. Mais une nouvelle journée commence. Et quelle journée! Des paysages totalement différents. On cherche des pierres souvenirs, des nuances de rouge, de rose, de granit, comme un petit morceau de cette aventure à emporter avec nous. Pause dans une maison nomade, des enfants timides puis des sourires, un moment simple, vrai. On entre tous dans une petite bâtisse en pierre, on partage le thé. Arrosage automatique. Encore une fois, des paysages à couper le souffle. Chaque jour différent, chaque jour unique. Aujourd'hui, on aurait presque dit l'Australie ou l'Arizona. Et moi, j'étais juste là à vivre tout ça. Où c'est qu'on est, Papounet? On est encore au Maroc. Là, mais... Attends, je vais me mettre en bas comme ça, on a la vue quand même derrière.
Mais c'est juste C'est juste phénoménal. magnifique. Il y a de l'eau, on est dans des canyons, des rochers blancs, orange. Ah, c'est magnifique. C'est dentelé, il y a un peu de verdure, il y a des papillons. Franchement, C'est bien vous parce n'allez que pas nous revoir. Non, on va peut-être rester ici. En C'est fait, vidéo c'est bien d'adieu. parce que finalement, au Maroc, tu te dis que, en gros, tu as à chaque jour des nouveaux paysages. Et C'est quand, jamais les quand mêmes. tu dis que tu as vu un truc extraordinaire, bah, le lendemain, c'est pareil. Voilà. C'est jamais les mêmes paysages, la même verdure. C'est incroyable. Quand je vous dis que Mohamed et Omar, c'est les meilleurs, ils créent même des jolis chemins pour traverser la rivière. Mohamed, il a fait un beau chemin. Mais Titi, on prend le ruisseau. Mais qu'est-ce qu'on voit? De la vraie pelouse. Pas de pic-pic au sol, que de la pelouse. Bienvenue au 3e camp dans la vallée d'Oulilit. Oh là, il a le goût du risque. Il est capable de le faire tomber en plus. Ouais, grave. Elle est dure la vie, Papounet. Là, franchement, je lutte. Hein. Ouais, je sens que t'es en lutte ultime. En plus, t'as des petites gouttes de pluie sur tes petits orteils. Ouais, C'est trop dur. un peu d'air, comme ça les bouches elles s'atterrissent plus. Ah ouais. De base, on avait pris le goûter. On était prêts à aller faire dodo et Mohamed nous a dit allez, on y va, on va à la source. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Des fils électriques. Lors de cette 4e journée, nous avons traversé plusieurs villages à Mazères, chacun avec son identité et son ambiance unique. De Tigrem Naïd Mad à Igram, en passant par Tigirt et Tizkoulia, nous avons découvert des lieux authentiques, rythmés par la vie locale et les paysages de l'Atlas.
Nous avons fait une pause à Ifkirm pour le repas du midi, un moment simple et hors du temps au cœur de cette traversée. Puis nous avons poursuivi notre chemin vers Waushki. Et enfin, Iminirekt, là où nous avons fait notre bivouac pour le soir. Chaque village traversé était une immersion. Maisons en pierre, enfants dans les ruelles, scènes de vie sincères et préservées. Une journée riche où chaque pas nous faisait découvrir un peu plus l'âme de ces montagnes. Je crois que les troupes ont trop pris le soleil. Alors nous sommes au 4e ou 5e camp, je ne sais plus. Je ne sais plus où on en est. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est mercredi et que nos chers compatriotes ont été touchés par le soleil. Voilà, sieste à l'envers. En toutes circonstances, du coup, hein, quand on récupère l'électricité, on est pas mal. Petit institut de beauté avec Pauline, avec le peu de condiments beauté que nous avons. Voilà. Donc, Pauline avait une petite crème, petit flacon. Bon, la crème hydratante pour les visage, du coup, on reste sur du Cicalfate, quoi. Mais franchement, c'est quand même lunaire. Mais on récupère, comme dit Mohamed, au fur et à mesure. On se rapproche de la civilisation. Voilà, du confort. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Voici un super méchoui. Pour ces 2 dernières journées, l'aventure a pris une toute autre dimension. Le jeudi, nous avons traversé les impressionnantes gorges du Mgun entre Tagbelt, Ifsfes et Tiranimin. Des falaises immenses autour de nous et surtout de nombreux passages dans l'eau. Bon bah ça y est, c'est l'épreuve ultime, le passage dans la rivière. Ça fait déjà 10 passages qu'on fait avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Et c'est magnifique, c'est le soleil. Attention les cailloux! Fais attention à l'eau, hein! Au cas où, sur un malentendu! Non, mais en fait, si tu mets tes pieds, au lieu de mettre tes pieds comme ça, si tu les mets comme ça, t'as vachement moins de prise. C'est passé. Ah non, ça va. Et ça n'est pas.
J'ai des lentilles, hein. Lentilles, non. Ouais, pas de lentilles. الصحراء أرتروغ وحدي عيولي ومطرود كيد هملة ما زلت Lâche ce bâton tout de suite. Il y a un croix. Oh. Une expérience aussi intense que magique. Nous avons terminé cette journée à Agar Zaka. Oui, on est arrivé, ça y est. Après 20 km dans la rivière, C'était bien. on n'a pas du tout eu mal. À demain. Finalement, c'était pas le premier gîte du village, c'était le 10e. Voilà. Il y a tout le village. Donc comme tous les matins, nous avons Omar qui est parti 1h30 après nous et qui nous rattrape tranquillement en marchant à petits pas. Voilà. Ah bah il est caché. Il est caché derrière les roseaux. Demain, nous avons poursuivi dans les gorges Nengun, notamment vers Tisgin, avec encore quelques traversées dans l'eau, avant de retrouver progressivement les villages. Nous avons terminé à Igrem Akdim, marquant la fin de cette aventure. Entre gorges spectaculaires, eau fraîche et retour à la vie à Mazères, ces 2 jours ont été une conclusion parfaite à ce trek hors du temps.
Retour à la vie civile, à Marrakech, tout paraît irréel, comme si on revenait d'un autre monde. Merci à Mohamed et Omar pour tout, merci à leur famille pour leur accueil et leur générosité, merci à cette équipe de 5 sans qui rien n'aurait été pareil, et surtout, merci à la vie, pour cette aventure hors du temps qui m'a rappelé ce que veut dire être libre. On reviendra, c'est sûr.